Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes films préférés de l'année 2021. Sur les 100 films à peu près que j'ai vus, j'en ai sélectionné 10 par ordre de préférence. C'était très difficile parce que cette année, j'ai vu vraiment beaucoup de choses très différentes et surtout, j'ai essayé de préférer justement les films que j'attendais, que je voulais voir et que je savais à peu près que j'allais bien aimer. Donc, c'était très compliqué de départager tout ça. Je tiens quand même à rendre hommage aux films que j'ai aimés mais qui ne sont pas dans ce top, mais qui... Oh là là. Numéro 10, Pleasure de Ninja, comment ça prononce? Thyberg. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Deauville. C'est un film que j'ai beaucoup aimé pour plein de raisons. Je trouve que ça nous montre des images que moi personnellement j'avais jamais vu au cinéma auparavant. Je trouve que ça nous montre un envers du décor vachement intéressant sur le consentement, sur la sexualité, sur le rapport au corps et aussi sur cette obsession de vouloir toujours faire plus, de vouloir toujours être la meilleure, même si parfois c'est pas forcément en accord avec nos principes. Et je trouvais ça vraiment très chouette de le mettre dans le monde du porno, hein. Alors je sais que c'est un film qui peut pas plaire à tout le monde, forcément, et qui d'ailleurs je peux peut-être pas le recommander à tout le monde parce que c'est interdit forcément au moins de 18 ans, parce qu'il y a des images vraiment assez crues. Ça m'a beaucoup plu pour plein de raisons. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Numéro 9, Une vie démente de Anne Siro et Raphaël Balboni. C'est un film dont j'avais déjà parlé également dans une précédente vidéo, donc je vais pas trop épiloguer dessus. C'est l'histoire d'un fils qui s'apprête à discuter voilà, d'avoir un enfant avec sa petite amie. Sauf qu'au même moment, sa maman tombe malade et elle redevient plus ou moins un bébé. C'est-à-dire qu'il faut la surveiller, il faut veiller à ce qu'elle mange, voilà, on peut vraiment pas la laisser sans surveillance parce qu'elle n'a plus de retenue et c'est comme si elle avait 4 ans, quoi. Donc c'est un film sur la maladie, c'est un film sur la relation mère-fils dans ce cas-là, de comment est-ce qu'on gère ça, de comment devenir papa, de ce genre de choses. Donc c'est des thématiques que je trouve vraiment très chouettes et je trouve que la mise en scène est vraiment superbe. Il y a plein d'idées presque simples mais qui ne le sont pas vraiment, qui sont très réfléchies, notamment l'histoire des motifs qui rappellent un peu comment ça peut marcher dans le cerveau humain. Voilà, bref, j'en ai déjà parlé donc je reste pas là-dessus, mais j'avais beaucoup aimé ce film. Numéro 8, La méthode Williams de Reynaldo Marcus Green. C'est un film sur le monde du tennis. Alors il y avait également eu cette année le 5e set avec Alex Luz que j'avais plutôt bien aimé et que j'avais trouvé vachement bien filmé sur la fin, sur le match. Mais pour la méthode Williams, on s'intéresse du coup à Richard Williams qui est le papa de Serena et Venus Williams. Grande star de tennis, je ne vais pas les présenter. Mais il nous présente du coup Richard Williams qui a développé cette méthode pour permettre à ses filles qui partent vraiment de rien, c'était l'époque, et puis en plus dans le monde du sport, le tennis c'était plutôt un sport de blanc, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de gens de couleur qui jouaient au tennis, en tout cas aux États-Unis. Donc très compliqué de pouvoir s'insérer là-dedans, et Richard Williams il a été très rigoureux avec ses filles pour pouvoir atteindre le niveau qu'elles ont aujourd'hui, pour pouvoir avoir le coach qu'il fallait, pour pouvoir les cours, pour pouvoir l'argent, parce que ça coûte de l'argent de faire des compétitions. J'ai trouvé que c'était un film vraiment chouette sur, pareil, la relation de père-fille, sur le fait qu'on veuille le meilleur pour ses enfants, en même temps on les pousse parfois trop à bout. Comment est-ce qu'on fait pour les préparer et veiller à ce qu'elles s'en sortent le mieux possible? Alors en l'occurrence pour Serena et Venus Williams, se sont très bien sorties, mais c'est vachement intéressant parce qu'il nous montre également les travers du monde du sport, sur ces jeunes qui se lancent dans les compétitions et qui parfois gagnent beaucoup d'argent, ont une notoriété et ne gèrent pas du tout ça. Alors que Richard Williams, il essaye justement d'aider ses filles au maximum, de les accompagner pour pas qu'elles tournent mal. C'était une bonne surprise, une bonne découverte, j'ai bien aimé et c'est pour ça qu'il est dans mon top. Numéro 7, Last Night in Soho d'Edgar Wright. Alors c'est un film, enfin du moins c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a des idées de comédie complètement loufoques, de rythme aussi qui sont assez dingues. Et Last Night in Soho, on retrouve ces idées originales dans ces images, on retrouve plein d'idées de mise en scène extrêmement chouettes, mais je crois que c'est la première fois qu'on est dans un thriller aussi marqué, aussi profond. Alors il avait déjà un peu fait ça avec Baby Driver, où on était plus dans le film d'action, cambriolage, braquage. Et là, du coup, on est sur un film hyper
fantastique, avec plein d'images qui se superposent. On est à la fois dans le passé, on est à la fois dans le présent, dans le rêve, dans la réalité, donc c'est hyper compliqué à pouvoir vous expliquer comme ça, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y avait des idées super chouettes, je trouve que les actrices elles sont super, vraiment des trucs très très cool dans ce film, et ça m'a beaucoup parlé. Mais voilà, bref, beaucoup aimé. Numéro 6, The Novice de Lauren Hathaway. C'est un film que j'ai vu au festival de Deauville, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas épiloguer dessus. J'avais beaucoup aimé, c'est pareil, c'est un film sur l'obsession. Alors c'est un film sur l'aviron, donc c'est un sport, j'imagine en France, ça ne nous parle pas trop en plus, mais c'est un sport vraiment très physique, très difficile, comme tous les sports. Elle fait ce sport-là pour des notes, pas forcément pour les raisons du sport. C'est quelqu'un de très obsessionnel qui va vraiment focus là-dessus et se dire si je suis la meilleure ou je ne suis rien. Et elle va vraiment s'écorcher les mains, se faire très mal. Même parfois, juste, on lui dit qu'il y a un record, elle va s'obstiner à battre ce record alors que ça ne sert à rien de battre le record. Enfin, concrètement, ça, c'est juste, c'est pour les notes. Et il y a un travail sonore, il y a un travail de montage qui est absolument incroyable. Donc, je peux que vous recommander de se voir ce film s'il sort en France. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, je trouvais ça super intéressant. Et on s'en fout que ce soit de l'aviron, c'est vraiment les thématiques qui sont hyper chouettes et waouh. Numéro 5, La loi de Téhéran de Sahir Roustahi. C'est l'histoire du coup de la police qui essaye de traquer tout simplement les dealers de drogue en Iran. Lorsque tu es plus ou moins proche de la drogue, c'est peine de mort. Voilà, c'est ce que tu en vendes, que tu en possèdes, si tu as un certain seuil, quitte à jouer gros sa vie, bah, autant faire des plus grosses sommes, de plus grosses quantités, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'en Iran, il y a un problème de cocaïne, d'héroïne, de drogués, il y a une population, mais ça se compte par millions de gens qui sont drogués, qui sont pas bien. Waouh. Et du coup, ils ont une répression très violente par rapport à ça. Est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un film très fort. Pareil, il dure presque 3 heures et on les voit pas passer. C'est une course-poursuite, et même quand on se dit qu'on est du côté du gentil avec le policier, qu'on est du côté du méchant avec le dealer, c'est pas forcément le cas, c'est ni blanc ni noir, c'est très très compliqué. Et j'ai trouvé surtout que les séquences avec les figurants où en fait ils vont faire évacuer des espèces de camps de gens complètement drogués, des centaines voire des milliers de personnes qui sont concernées, qui sont évacuées, qui sont ensuite mis en prison. Et c'est juste fou, enfin, les scènes elles sont incroyables parce que c'est une marée humaine de gens addicts. Enfin, sur grand écran, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais voilà, beaucoup aimé La loi de Téhéran. Numéro 4, Bac Nord de Cédric Jiménez. Un film très brutal dans son rythme, dans sa façon de filmer, dans son suspense. On suit du coup des policiers qui travaillent dans les quartiers nord de Marseille, notamment avec la drogue évidemment, et c'est très compliqué de pouvoir y rentrer, ça s'échauffe très rapidement, il y a la politique qui s'en mêle parce que forcément c'est pas très attrayant d'avoir des quartiers comme ça, d'avoir des gros problèmes de ville comme ça. C'est très compliqué, du coup parfois ils frôlent. Voilà, ils jouent avec la loi pour pouvoir juste atteindre le but initial, ce qui est de mettre les malfaiteurs en prison. Parfois, ils jouent avec la loi et parfois ça leur retombe dessus. Donc pas jojo du tout, pas jojo du tout. C'était vraiment super. C'est même pas un film coup de poing, c'est un film nerveux. Voilà, ça tremble, ça court, ça va dans tous les sens, ça transpire, ça se bagarre, ça se prend des coups de couteau, ça prend des balles, bref. Et je sais pas, j'ai jamais été à Marseille. J'espère que c'est pas comme ça dans la ville, mais en tout cas, c'était une expérience très chouette et les acteurs top. Numéro 3, L'événement d'Audrey Diwan. C'est le film qui a reçu le Lion d'Or, donc un film qui a déjà marqué l'histoire parce que c'est très rare qu'une femme réalisatrice obtienne cette récompense. Super, tant mieux, tant mieux. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans les années 50-60 à peu près, qui mène ses études, voilà, qui a des petits projets dans le futur, qui veut se sortir de cette ville, de cette province dans laquelle elle habite, sauf qu'elle découvre un jour qu'elle est enceinte. Et ça, c'est pas dans ses projets. Et comme c'est pas dans ses projets, elle va essayer de trouver un moyen d'avorter. Sauf qu'on est dans les années 50-60, et que l'avortement, c'est interdit, c'est pas légal. Enfin, si on conclut que tu as essayé d'avorter et si tu as aidé quelqu'un à avorter,
ça peut être la prison. Sauf qu'elle, du coup, elle va chercher une solution, elle va tester plusieurs pistes avec des médecins, avec des amis, avec des contacts, etc. etc. Donc on la suit au fur et à mesure, essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très touchante, dans le sens où ça pourrait être n'importe qui, cette jeune fille de ces années-là. Et ils abordent vite fait des histoires d'autres filles qui ont avorté, pour lesquelles peut-être ça a mal fini, ou qui sont confinés en prison. Plus que, enfin, du coup, l'avortement, il existe, c'est juste qu'il est tabou. Ils sont faits dans des conditions qui sont très difficiles. Ça peut mal finir pour les femmes qui avortent, hein. Elles peuvent parfois y laisser la vie. Un avortement, c'est une histoire, et c'est l'histoire d'une femme qui, à un moment donné dans sa vie, a choisi d'avorter. Et on peut rien y faire. Enfin, si elle décide d'avorter, c'est qu'elle a une raison. Aujourd'hui, ça semble aberrant qu'il y ait des pays qui remettent en cause l'avortement, alors que c'est pas une décision qui est facile. C'est forcément un drame. Là, on voit hein, aux États-Unis que l'avortement est remis en cause. Laisser les femmes tranquilles. Et je trouve que le film, l'événement, même s'il parle des années 50-60, ben, bizarrement, il résonne avec l'actualité. Dans le sens où il y a des pays maintenant qui suppriment l'avortement alors qu'ils l'avaient eu. Ils suppriment le droit à l'avortement. Et ils peuvent même mettre des peines pour les femmes. Des peines de prison, des trucs comme ça. Enfin bref... c'est aberrant. Voilà, je sais que ça peut faire débat, hein, ce genre de choses, mais c'est mon avis, et laissez les femmes tranquilles. Enfin, elles n'ont même pas à vous justifier pourquoi elles avortent. Toute ton histoire qui se justifie d'elle-même, et aucune se ressemble. Donc, foutez-leur la paix. Numéro 2, Illusion perdue de Xavier Giannoli. Quel film? C'est un film sur l'époque, du coup... fin 19e siècle en France, à peu près, donc c'est la période où on est mis dans la royauté, mis dans la République, c'est assez diffus tout ça, il y a plein d'idées qui se mélangent, mais ça cohabite. Et par-dessus ça, on a du coup l'histoire de Lucien de Rubempré, qui vient de sa Provence, qui est amoureux d'une femme qui est mariée, et il se retrouve à travailler dans un de ces journaux qui font scandale, c'est-à-dire c'est pas des faits qui sont vérifiés, les critiques, c'est juste là pour des scandales, pour créer de la sensation et faire de la pub à tout le monde finalement. Et que tout le monde gagne un peu de sous par là, évidemment. Bizarrement, même si c'est un film qui se passe il y a 200 ans, qui est écrit par Honoré de Balzac, ça résonne beaucoup avec l'actualité, avec la désinformation par exemple, avec les faux scandales, voilà, avec les polémistes aussi, qui se servent des médias pour se faire de la pub. Qu'importe ce qu'ils disent, c'est de la pub. Que ce soit bon ou mauvais, limite ça crée le scandale, et le scandale, ça fait vendre. Et ça, c'est bien compris par certaines personnes. Et ça montre vraiment un système qui est pas facile à expliquer concrètement, mais je trouve que c'est très bien mis en exemple. Et en plus de ça, le casting est vraiment chouette, on a plein de petites découvertes, on a également des acteurs plus confirmés dans le milieu qui sont présents. Mention spéciale à Vincent Lacoste. Waouh, la claque. C'est-à-dire, au début, moi j'ai vu ce film 2 fois au cinéma. La première fois, j'ai trouvé que c'était un peu long sur le début et que ça démarrait vraiment lorsque Vincent Lacoste était là. Et waouh, la deuxième fois, c'était encore mieux. Mais du coup, bravo à Vincent Lacoste pour son rôle, pour sa présence, pour son acting. Voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, roulement de tambour pour le film que j'ai préféré de l'année, qui s'intitule Le Sommeil des Dieux de Patrick Imbert. Un film d'animation française. Le Sommeil des Dieux est du coup l'adaptation d'un manga, alors que je ne connais pas personnellement, mais c'est une adaptation, et c'est l'histoire du coup d'une légende sur qui aurait gravi l'Everest en premier, et apparemment quelqu'un a retrouvé un appareil photo d'une personne qui avait tenté de gravir l'Everest et qui malheureusement a disparu sur l'Everest. Donc on ne sait pas s'il a atteint le sommet en premier. Voilà, aller sur les sommets des montagnes, c'est un symbole national. Voilà, de dire on a été les premiers là-bas, c'est important. Et ça peut même changer du coup l'histoire, parce que l'Everest, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a des recherches qui sont menées pour pouvoir retrouver ce corps et cet appareil photo qui pourrait prouver, du coup, si ces personnes ont réussi à aller sur le sommet de l'Everest ou non. Donc on suit un journaliste qui va fouiller un peu et qui, en découvrant qui posséderait cet appareil photo, va découvrir encore une autre histoire, l'histoire de la personne qui détient cet appareil, et de pourquoi est-ce qu'il est alpiniste. Le journaliste va essayer de suivre ce monsieur et de comprendre son histoire. C'est une belle animation, c'est un beau film sur la montagne, sur le sport,
sur, pareil, cette envie de découvrir et de se dépasser. Je veux pas trop en dire parce que moi je ne savais pas grand chose en allant voir le film, mais je peux juste vous recommander, c'est une petite pépite. Je sais qu'il n'a pas été vu beaucoup par les spectateurs, donc s'il vous plaît découvrez-le et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà pour mon top des films préférés de l'année 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films que vous avez beaucoup aimés et qui malheureusement ne sont pas dans ce top, ou s'il y a des films que j'ai aimés et que vous ne comprenez pas du tout pourquoi ils sont là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, qu'est-ce qu'on va voir en 2022 ? J'espère qu'on va voir du lourd, du très très lourd. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Oh, c'est dur l'année 2022! Oh là là, c'est dur! Allez, bonne année tout le monde! Salut!